Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vous accueille au nom de l'Opinion et de la GFI pour cette deuxième édition du forum que nous organisons avec Luxembourg for Finance, que je remercie. Une première fois, j'aurai l'occasion de remercier son dirigeant, Nicolas Makel, dans un instant. C'est la deuxième fois, je le disais, que nous organisons ce forum. Évidemment, cette fois-ci dans des conditions tout à fait différentes de la première. C'était il y a 2 ans. Nous respectons parfaitement les règles du protocole sanitaire, la distanciation physique. Je suis dans un studio isolé, c'est pour ça que je ne porte pas de masque. Et nous avons au Luxembourg, dans différents sites, Nicolas Makel, le patron de Luxembourg for Finance, et puis le ministre Pierre Gramegna, le ministre des Finances du Luxembourg. Et nous avons eu une conversation ce matin avec Bruno Le Maire qui lui-même était à Bercy. Donc un webinaire totalement décentralisé, mais qui permettra aussi de vrais échanges avec tous les internautes. Vous êtes très nombreux à être inscrits sur notre plateforme et vous pourrez poser des questions qui seront relayées ici à l'antenne par Olivier Bacusa, un des rédacteurs en chef de l'Opinion. Voilà, je vais sans plus attendre passer la parole à Nicolas Makel, qui est, je le répète, le patron, le CEO de Luxembourg for Finance, cette agence qui a pour vocation de faire la promotion de la plateforme et de la place financière du Luxembourg. Nicolas ? Nicolas, vous m'entendez ? Merci beaucoup, Nicolas Bétou. C'est un grand plaisir de relancer cette initiative que nous avions prise. Je vous entends très bien. Allez-y, on vous écoute. Voilà, alors je disais que c'est un grand plaisir de renouer avec l'initiative que nous avions prise il y a 2 ans, évidemment à l'époque en présentiel à Paris. Cette fois-ci, comme vous l'avez rappelé, nous sommes en digital et tout en respectant évidemment les mesures de distanciation sociale. Néanmoins, nous sommes plus de 700 aujourd'hui à s'être connectés, évidemment prioritairement de France, de Luxembourg, mais aussi des autres pays francophones européens d'abord, la Belgique, la Suisse, mais aussi de nos amis en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Donc vraiment une conférence internationale qui est rendue possible grâce aux technologies modernes dont nous allons aussi discuter. Je tiens à remercier de notre part aussi les amis de l'Opinion et de la GFI pour leur partenariat. Je tiens également à remercier nos amis de Cardiff LuxVie qui, à travers leur généreux soutien, nous ont permis de réaliser cette conférence. Et je remercie évidemment les intervenants qui, aujourd'hui, demain et après-demain, contribueront à travers leur expertise à rendre ces débats vraiment intéressants sur les questions qui nous occupent tous, à savoir de quoi sera fait demain et l'après-demain, d'abord sur la relance économique, puis demain sur la Chine et enfin jeudi sur les questions digitales et de la finance durable. Mais je repasse la parole à Nicolas Bétou pour continuer avec le programme. Merci beaucoup. Merci Nicolas Makel. Peut-être un mot sur ce qu'est Luxembourg for Finance. Vous le disiez, une agence de promotion. Un mot sur votre rôle et sur votre action. Est-ce que vous m'entendez ? Non, alors je vais enchaîner. En tout cas, Luxembourg for Finance est une agence de promotion qui réunit les principaux acteurs de la finance au Luxembourg, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance et l'ensemble des acteurs de la finance. Nicolas Makel est le patron de cette structure qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la place financière du Luxembourg depuis de nombreuses années. On va tout de suite démarrer dans le concret cette première session. Nicolas Makel disait à l'instant que nous aurons demain et après-demain aux mêmes heures une nouvelle session de ce webinaire, demain consacrée en effet à la Chine, avec un des principaux représentants, en tout cas connaisseurs de la Chine en France,
Je parle de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et nous aurons aussi des débats autour de sa contribution. Et puis jeudi, autour de la finance, la transformation de la finance, sa digitalisation, sa mondialisation aussi, avec le patron en France de BlackRock, Jean-François Cirelli. Et nous aurons aussi des débats autour de ces deux présentations. Je le redis, vous pouvez, vous qui êtes inscrits sur la plateforme, poser des questions. Ces questions seront relayées et nous les poserons autant que possible dans le nombre, dans l'espace-temps qui nous sera laissé. On va entamer tout de suite les discussions. Un petit rappel quand même des faits avant les deux principales keynotes du matin, celle de Bruno Le Maire et celle de Pierre Gramegna. Un petit rappel des faits, des chiffres, 5 chiffres pour comprendre la crise. La crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 est unique. Unique par sa nature. C'est inédit. La récession a été provoquée par les pouvoirs publics qui ont organisé l'arrêt d'une partie de l'activité pour tenter de surmonter une crise sanitaire mondiale. Unique par son ampleur. 2 vagues pandémiques vont provoquer une récession historique en temps de paix dans de nombreux pays développés en 2020. Le PIB va chuter d'environ 10% en France. Pour la zone euro, ce sera environ moins 8% et entre moins 4 et moins 5% aux États-Unis. Unique enfin par les moyens mis en œuvre pour soutenir et ranimer l'économie. C'est une première. L'Europe des 27 s'est accordée sur un plan de relance à 750 milliards d'euros, dont 390 milliards d'euros de subventions aux pays qui en auront le plus besoin. Chaque État a par ailleurs concocté des mesures de soutien, indemnisation du chômage partiel, prêts garantis, aide à la numérisation de l'économie et des plans spécifiques pour les secteurs les plus affectés, tourisme, aérien ou bien encore automobile. Nous serons toujours là. La France a engagé 86 milliards d'euros de dépenses en 2020. Elle va par ailleurs subir 100 milliards d'euros de pertes de recettes. Le coût de la crise pour les finances publiques sera donc de 186 milliards d'euros cette année. Partout, la dette publique et les déficits se creusent. Inférieur à 100% l'an dernier, le ratio de dette publique sur PIB de la France devrait frôler 120% en 2020. Les banques centrales aussi sont à la manœuvre, avec des rachats massifs d'actifs. La BCE a mis en place un plan d'urgence pandémie, le PEP, d'un montant de 1 350 milliards de dollars pour faciliter le financement de l'économie à bas prix. D'immenses inconnus planent sur 2021. Le vaccin promis par l'américain Pfizer va-t-il changer la donne? Quelle ampleur pour la reprise? Quel comportement des entreprises et des investisseurs? Un très utile rappel de ces chiffres qui donnent le vertige, rappel par Raphaël Legendre, le journaliste de l'opinion qui suit ces sujets ici pour nous. On va tout de suite lancer les deux keynotes dont je vous annonçais la présence ce matin, celle de Bruno Le Maire et celle de Pierre Gramegna. D'abord, je vais vous présenter Pierre Gramegna. Merci beaucoup d'être là à distance au Luxembourg, probablement dans votre ministère. Bonjour. C'est un plaisir. C'est un plaisir en tout cas. Merci. Vous êtes ministre des Finances depuis le 4 décembre 2013. Ça fera bientôt donc 7 ans. Et évidemment, c'est par rapport à nous Français un record. Nous avons eu pendant très longtemps. Bruno Le Maire est en train si j'ose dire, de fracasser complètement ce qui se passait avant, puisqu'il est ministre des Finances avec une bonne longévité. Mais nous avions en France des ministres des Finances qui changeaient à la vitesse des crises financières et des crises de spéculation, si j'ose dire. Vous avez une première carrière comme diplomate. Vous avez été en poste à Paris, à San Francisco. Vous avez été ambassadeur au Japon et en Corée du Sud. Et puis donc depuis 7 ans, vous êtes ministre des Finances dans ce gouvernement et très actif pour moderniser et projeter dans l'avenir la place financière du Luxembourg. Vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup travaillé sur les critères de transparence qui sont devenus un sujet incontournable évidemment dans cet univers-là. Beaucoup investi aussi sur les fintech. Et donc on va parler de votre vision de la crise et de ce qui peut se passer après la crise. Merci encore d'être là et de dialoguer par mon intermédiaire avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire que j'ai enregistré ce matin, comme je vous le disais, et qu'on écoute maintenant. Merci. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Nicolas Bétou. Voilà, merci d'être là en visioconférence. Alors, on respecte évidemment les gestes barrières. Et puis, vous êtes enregistré un tout petit peu avant notre conférence en live de ce matin parce que le président de la République vous a demandé de le rejoindre pour une réunion avec le monde du sport qui est évidemment très affecté par ce confinement et cette lutte contre le Covid. Notre sujet du matin, c'est quelle croissance après le Covid ? Est-ce que votre vision du sujet a changé depuis l'annonce de la découverte d'un deuxième vaccin? C'était hier. Alors, elle n'a pas changé fondamentalement parce que la pandémie, c'est un moment dans l'histoire de la croissance mondiale et un moment que j'espère nous arriverons à dépasser, d'abord par des mesures de restriction sanitaire et ensuite, je l'espère, par l'apparition d'un vaccin et la diffusion de ce vaccin le plus largement possible. En revanche, ce qui a beaucoup changé dans ma vision, c'est d'abord la nécessité absolue de soutenir l'appareil productif, de soutenir les salariés pendant la crise. C'est ce que nous avons fait massivement. Nous avons protégé les compétences et protégé le tissu productif français. Et nous avons tous fait la même chose en Europe. Pierre Gramegna, qui participe aussi à cette réunion, vous le dira. Nous l'avons tous fait en Europe de façon à pouvoir rebondir très vite en sortie de crise. La deuxième chose, c'est que cette crise va accélérer la nouvelle hiérarchie des puissances mondiales dès que nous aurons fini avec la pandémie. Ce qui vient de se passer, par exemple, avec la mise en place d'un marché unique en Asie qui associe la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est un changement complet dans l'organisation de la hiérarchie économique mondiale. On a désormais un bloc américain, un bloc européen et un bloc asiatique qui se constitue comme un des marchés les plus importants de la planète. Ça doit forcer, au-delà de la protection, à investir massivement dans le renforcement européen, dans l'innovation et dans les nouvelles technologies. Alors justement, on va parler de ce bloc européen que vous mettiez en deuxième position, mais je pense que c'était parce que vous faisiez une description géographique, parce qu'en réalité, on est plutôt en troisième position. Ce bloc européen, il a réagi de façon assez vigoureuse, et on en parlera tout à l'heure avec Pierre Gramegna, effectivement votre homologue ministre des Finances du Luxembourg. L'Europe a eu une formidable mobilisation politique, sauf que le temps est passé, et avec les débats au Parlement européen, etc., tout ce plan n'est pas encore, en réalité, concrètement appliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des blocages qui sont des blocages techniques. Certains voulaient rajouter un peu plus de fonds à ce fonds de relance de 750 milliards d'euros qui était négocié entre la France et l'Allemagne, d'abord au niveau des ministres des Finances, puis au niveau d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est d'ailleurs une grande victoire pour les deux chefs de l'État. Donc il y a d'abord eu des blocages techniques. Maintenant, on a des blocages politiques, notamment de la Hongrie et de la Pologne, qui n'acceptent pas certaines mesures qui sont liées à l'état de droit. Je plaide avec beaucoup de vigueur pour qu'on surmonte dans les jours qui viennent au Parlement européen et ailleurs ces difficultés politiques. Parce Il faut leur forcer la main. Nous avons tous besoin, je pense qu'il faut être extraordinairement ferme dans les principes que nous avons retenus et dans la nécessité absolue, parce que ça se compte en mois, de disposer de cet argent-là pour accélérer la relance. L'Europe ne doit pas se voir dépassée en sortie de crise par la Chine ou par les États-Unis. Nous avons besoin de ces fonds de la relance. La France attend 40 milliards de l'Europe dans ces fonds de la relance. Quand est-ce qu'ils seront disponibles, à votre avis ? Rien ne sera disponible avant, au plus tôt, le mois d'avril, le mois de mai, c'est-à-dire au printemps prochain. Nous comptons disposer à cette date-là de 10% de ces fonds de relance, c'est-à-dire de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ça, honnêtement, ça ne pose pas de problème de trésorerie, car la France n'a pas de problème de trésorerie et peut se financer facilement sur les marchés. Mais je le redis, ne perdons pas une semaine pour adopter ce plan de relance européen. Il est sur la table, il est efficace, il répond à la nécessité d'accélérer la transformation technologique de l'Europe. Il est regrettable qu'il soit bloqué par des considérations politiques. Alors ce plan, il va servir à transformer l'économie et vous avez été porteur depuis le début de la crise et même dès avant de la nécessité pour l'économie française de se transformer avec deux axes, une économie plus verte et une économie plus digitale. Mais avant ça, un mot sur
ce qu'est le monde d'après, ou ce que pourrait être le monde d'après. Vous avez beaucoup plaidé pour une transformation du capitalisme. Est-ce que le monde d'après sera vraiment différent de ce qu'il était avant? Il est indispensable qu'il le soit, je n'ai aucun doute là-dessus. Il doit être, vous l'avez parfaitement dit, d'abord plus décarboné. Nous devons arriver à produire autant en émettant moins de carbone. Et c'est tout à fait possible. Et c'est là que l'on voit le lien étroit entre innovation et décarbonation de l'économie. C'est parce qu'on maîtrisera, par exemple, la technologie des batteries électriques que nous aurons toujours autant de véhicules, mais qui émettront moins de carbone. Ça, c'est la première évolution indispensable, la décarbonation. La deuxième, qui mériterait d'être à la première place, c'est la lutte contre les inégalités. Si nous laissons les inégalités s'accroître à l'intérieur des pays développés ou entre pays développés et pays en développement, eh bien, nous aurons, au bout de cette crise sanitaire, une crise sociale et une crise politique de très grande ampleur. Nous aurons des flux migratoires qui s'accéléreront. Nous aurons une situation qui sera intenable du point de vue social comme du point de vue politique. La lutte contre les inégalités doit être au cœur du projet économique européen. Et je suis heureux de voir que c'est également au cœur du projet de M. Biden. Et là, on a une opportunité historique d'essayer de rapprocher nos positions pour que Américains et Européens mettent ensemble au cœur de leur projet économique la lutte contre les inégalités. Je reviens sur ma question sur la différence entre le monde d'avant et le monde d'après. Beaucoup de gens, lorsqu'ils vous entendent dire ça, se demandent si c'est le capitalisme lui-même qui est condamné dans ses fondamentaux ou si c'est son adaptation au monde d'après. Je prends un exemple. On comprend aujourd'hui que 1, 2 et bientôt plusieurs vaccins seront disponibles. Beaucoup de gens ont prétendu que la pandémie, l'épidémie massive de coronavirus était due à la mondialisation, ce que, évidemment, beaucoup d'experts ont finalement contesté. Ce qu'on voit, c'est que le vaccin et le vaccin mondial, avec des productions de probablement plusieurs milliards de doses, c'est un effet de la mondialisation et c'est un effet du capitalisme. Est-ce que ce capitalisme-là, il n'est pas excellent ? Moi, je plaide pour une adaptation du capitalisme, une adaptation en profondeur, un renouvellement en profondeur. Je ne plaide pas pour l'abandon du système capitaliste, parce que quand je vois les modèles alternatifs, ils me paraissent pas séduisants du tout, voire dangereux. Si l'alternative au capitalisme, c'est le collectivisme, je préfère un capitalisme renouvelé, en profondeur, pour lequel je me bats, plus décarboné, avec moins d'inégalités. Ça me paraît les bonnes orientations pour l'Europe et pour le reste de la planète. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Les rapports de force resteront au cœur des relations internationales, quel que soit le modèle économique sur lequel nous vivons. Et de ce point de vue-là, l'Europe a des efforts, mais considérables à faire pour défendre mieux ses intérêts économiques. Quand j'entends M. Biden dire que le point numéro 1 de son projet économique, c'est Buy American, j'aimerais qu'en Europe, on arrive à se débarrasser d'un certain nombre de dogmes qui me paraissent totalement obsolètes et qu'on soit capable de privilégier l'achat européen et notamment l'achat de PME européennes. Quand je vois la manière dont la Chine protège son marché et le protège de plus en plus, avec des mesures de restriction qui sont parfois très contraignantes, il est temps que nous, en Europe, nous mettions en place une taxe carbone aux frontières le plus rapidement possible, parce que si on réduit nos émissions de CO2 à l'intérieur de l'Europe, ce n'est pas pour réimporter libre de droit des produits qui sont émetteurs de CO2. Donc l'Europe doit accomplir une révolution copernicienne pour défendre mieux ses intérêts, être plus offensive et se rassembler davantage. Vous connaissez le débat aujourd'hui sur Amazon, bien sûr, et sur le commerce par Internet. Un certain nombre de gens, des pétitions circulent déjà pour dire qu'il faut interdire Amazon, ou en tout cas le tenir loin de nos frontières sur un certain nombre de dossiers. Votre avis ? Au XIXe siècle, on a voulu interdire la machine à vapeur, on avait voulu interdire les métiers à tisser. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que dès qu'il y a une révolution technologique, ceux qui ne disposent pas de cette révolution voudraient l'interdire. Ce sont en général les perdants de l'histoire. Et ni la France, ni l'Europe n'ont vocation à faire partie des perdants de l'histoire. Donc la bonne attitude n'est certainement pas d'interdire Amazon. La bonne attitude, c'est d'abord de nous doter nous-mêmes de champions du commerce digital. Nous en avons, nous pouvons les développer. Et une fois encore, je le redis, de défendre nos intérêts économiques en plaidant sans relâche
pour une régulation des géants du digital et une juste taxation des géants du digital. Parce que ce qui pose problème, ce n'est pas qu'il y ait des livraisons par Internet et qu'il y ait le développement de la technologie numérique. Ce qui est absolument scandaleux et inacceptable, c'est que les biens manufacturiers soient plus taxés que les biens immatériels qui sont commercialisés par les géants du digital, qui du coup font des profits considérables sans taxe en face. Vous le disiez tout à l'heure, l'économie d'après, le capitalisme d'après, le monde d'après, il doit être plus vert, plus égal, en tout cas lutter davantage contre les inégalités. Il doit être aussi plus digital. Quand on voit ce débat qui se développe beaucoup en France sur la 5G, qui arrive demain, concrètement, sur les réseaux, est-ce que vous n'êtes pas inquiet sur la capacité de la France à sauter dans le grand bain de cette transformation digitale ? Moi, je pense que l'atout numéro 1 de la France dans l'économie du XXIe siècle, c'est son génie créatif. C'est son atout numéro 1, génie créatif, génie entrepreneurial, capacité d'imagination. Si on s'amuse à brider ce qui fait le génie d'un peuple, c'est l'assurance de l'échec. Donc nous devons développer la 5G. Nous devons être leaders dans le domaine du digital. Nous devons être leaders dans le stockage des données en partenariat avec l'Allemagne, puisque nous avons ce grand projet Gaia X qui avance bien sur le stockage des données. On doit répondre, bien entendu, aux préoccupations sanitaires. Elles sont légitimes. On fait des études. On demande à des organismes indépendants de faire des études sur l'impact des ondes. C'est tout à fait normal. Mais le moratoire sur la 5G, c'est mettre à l'arrêt la France dans ses conquêtes technologiques et c'est courir le risque d'une relégation de la France en Europe et dans le monde. Donc nous devons développer la 5G, la développer rapidement, dans des conditions sanitaires qui soient satisfaisantes, pour que nous ne perdions pas notre avantage technologique. Quand vous voyez le patron de ce laboratoire Moderna qui a annoncé hier ce deuxième vaccin, c'est un Français, il s'appelle Bancel. Il est parti aux États-Unis après avoir dirigé ou co-dirigé des laboratoires en France. Il a été un des dirigeants de Biomérieux. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret quand même, ou un gros regret, pourquoi pas, quand vous voyez par exemple que Moderna a levé 5 milliards de dollars pour développer toutes ces recherches et aboutir à la découverte d'un vaccin? Est-ce que vous ne vous dites pas que nous sommes un petit peu petits bras, pardon pour l'expression? Si, vous avez parfaitement raison, mais ce qui est dommage, c'est de voir que nos startups sont financées en France et se développent massivement par la suite aux États-Unis. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il y a un marché de capitaux qui est plus profond. Donc nous nous battons, et Pierre Gramegna me soutient dans ce combat-là, pour l'union des marchés de capitaux, tout simplement pour qu'une start-up française ou une PME déjà importante, notamment dans le domaine, vous avez raison de le citer, des vaccins ou de la médecine, où les investissements se chiffrent toujours en milliards d'euros. L'unité de compte dans ces industries-là, c'est milliards d'euros. Mais ils ne pourront pas lever des milliards d'euros à l'échelle nationale. C'est trop petit. Donc il faut une union des marchés de capitaux qui fait qu'une PME qui travaille dans le domaine des vaccins, qui veut grandir comme l'a fait Moderna, puisse se dire mon marché, ce n'est pas le marché français de 65 millions de consommateurs, c'est le marché européen de 300 millions, 450 millions. Parmi les plus riches de la planète, avec une profondeur financière qui me permet de lever non pas 100 millions d'euros, mais 1, 2, 3 ou 4 milliards. Donc l'union des marchés de capitaux fera la force des Moderna de demain. Un mot sur le Luxembourg, puisque je vais bientôt passer à l'interview de Pierre Gramegna, votre homologue luxembourgeois. Le Luxembourg n'a pas entamé de phase 2 du confinement. Il y a une deuxième vague de l'épidémie, là-bas comme ici, mais pas de confinement, plutôt un couvre-feu plus ou moins dur. C'est un rêve pour le ministre français? Non, parce que je vois bien qu'on ne peut pas comparer le Luxembourg, pays ami pour lequel j'ai beaucoup d'attachement, mais où la population est moins nombreuse, avec un territoire comme la France. Et quand on regarde partout en Europe, je pense qu'il faut élargir son champ d'horizon, et on voit bien que c'est difficile partout. Regardez le mal qu'ont l'Italie ou l'Allemagne à mettre en place des mesures nationales, parce que région par région, chacun réagit de manière différente. Donc cette pandémie et cette lutte contre la circulation du virus, c'est un défi pour tous. Il n'y a pas de solution magique. On cherche chacun la meilleure solution, le meilleur équilibre entre économie et sécurité sanitaire. Ce que je constate comme ministre de l'économie en France, c'est que ce deuxième confinement, il est plus réussi que le premier du strict point de vue économique. On perd 12%
d'activité en novembre 2020. Au lieu de 30%. Plus de 30% au mois de mars. Et c'est ce qui rend d'ailleurs d'autant plus douloureux la situation pour les indépendants, les commerçants, tous ceux qui restent fermés et qui ont le droit à un soutien massif de notre part. Il restera à réussir le déconfinement. Merci beaucoup Bruno Le Maire. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci Nicolas Bétou. Merci beaucoup. Nous sommes de retour, si j'ose dire, au Luxembourg, avec vous, Pierre Gramegna, le ministre des Finances du Luxembourg. Un mot justement sur ce que j'évoquais à l'instant avec Bruno Le Maire. Une réponse à la deuxième vague de l'épidémie différente au Luxembourg et en France. Vous n'avez pas de reconfinement, vous avez un couvre-feu au demeurant pas incroyablement sévère, puisque je crois que le couvre-feu est imposé de 23h à 6h du matin. Cette différence, vous la gérez comment ? Oui, bonjour Nicolas Bétou, bonjour Nicolas Markel. J'ai bien écouté ce qu'a dit Bruno Le Maire et il y a effectivement beaucoup plus de points communs que de différences entre la réaction du Luxembourg par rapport à la pandémie comparée à la France. Je pense que la différence essentielle entre la première vague et la deuxième réside dans le fait qu'on a tiré les leçons de la première réaction qui était massive, qu'on n'avait jamais été confronté à une vie. Et je pense que la deuxième réponse, tant en France que dans la plupart des pays européens qu'au Luxembourg, est beaucoup plus ciblée. Donc on essaye de conjuguer les deux objectifs, celui de la préservation de la santé, du containment, de la limitation de la pandémie d'un côté, et de l'autre côté, fermer le moins possible l'économie. Alors, la nouvelle mesure chez nous, c'est le couvre-feu. Cette mesure, on l'a utilisée dans la première vague. D'ailleurs, je crois que c'était pareil en France. Et en fait, elle nous permet lentement mais sûrement le nombre de contaminations. En ce qui concerne l'économie, pour l'instant, vous avez raison, nous n'avons pas fait de fermeture partielle de l'économie. C'est quand même une mesure qui est prête dans les tiroirs pour la sortir à tout moment, le cas échéant, si les chiffres de la pandémie ne baissent pas suffisamment vite. Donc, nous avons réussi à aplatir la courbe relativement élevée, et si nous ne réussissons pas à la faire baisser, on devra, comme les autres pays, procéder à une fermeture partielle. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit que probablement nous avons atteint et probablement même dépassé le pic de cette deuxième vague. On voit dans d'autres pays que ça n'est pas le cas. Je pense à la Suisse, qui n'est pas très loin ni de vous ni de nous. Qu'est-ce qu'il en est au Luxembourg? Est-ce que la deuxième vague, vous disiez, on a aplati cette courbe, est-ce qu'elle est en train de commencer à baisser? Oui, elle est effectivement en train de commencer à baisser, mais elle baisse lentement. Et je pense qu'elle baisse lentement parce que nous n'avons pas pris de mesures de fermeture partielle de l'économie et d'autres raisons. Elle baisse aussi parce que nous sommes le pays qui a utilisé le premier les tests massifs. Ouais. Il faut s'imaginer que nous faisons en moyenne 10 000 tests par jour depuis déjà le mois de juin. Donc nous étions vraiment le premier pays à le faire, ce qui nous permet d'avoir un traçage. 10 000 tests par jour, c'est comme si en France on en faisait 1 million par jour. C'est colossal, coûteux, mais ça permet bien sûr d'avoir une bonne vision de la situation. Mais il faut aussi être réaliste. Le Luxembourg est à surface relativement petite. Les défis sont autres qu'un pays comme la France, où il est difficile d'atteindre des régions rurales de manière aussi systématique qu'on a chez nous. En tout cas, vous avez choisi et réussi à mettre en place une campagne de test nationale. Vous le disiez, vous n'avez pas fait le choix, ou plutôt vous avez fait le choix de ne pas fermer les commerces. En France, nous, on a été très marqués par le premier confinement et cette règle qui avait été décidée par Emmanuel Macron, le président de la République. Quoi qu'il en coûte, nous devons sauver des vies, nous devons aplatir cette fameuse courbe et préserver le système hospitalier pour préserver des vies. Quoi qu'il en coûte, il en a coûté des dizaines, des centaines de milliards. Vous avez fait un arbitrage différent. Non, je pense que là aussi, nous sommes plutôt proches de ce qui a été fait en France à l'échelle européenne. Il y a une réponse européenne et une réponse nationale. Alors, votre question est dirigée vers les réponses nationales, donc je donne quelques éléments. Nous avons quand même
mobilisé au Luxembourg des aides à hauteur de 11 milliards, ce qui correspond à 19% du produit intérieur brut. Alors, dans ces mesures, il y a des mesures d'aide directe, il y a des mesures de paiement différé, par exemple, des cotisations sociales ou des impôts, et puis des éléments de garantie. Donc, là, il faut dire que ce chiffre qui est énorme, on y ajoute donc des pommes et des poires, puisque des garanties et des dépenses directes, ce n'est pas exactement la même chose. Disons que nous nous trouvons quand même dans le peloton de tête en Europe dans les mesures nationales que nous avons décidées, et je ne le regrette pas, parce que et c'est quelque chose que j'aimerais souligner parce que peu de personnes le disent. Nous sommes certes dans une crise économique extrêmement profonde, une des plus profondes, ou peut-être la plus aiguë qui ait jamais eu lieu depuis très très longtemps, mais je suis fermement persuadé que c'est une crise très très particulière parce qu'on en sortira plus vite par définition, puisqu'elle a été causée et lorsque les vaccins seront là, l'élément déclencheur ne sera plus là. Donc c'est peut-être la plus, mais elle durera, et j'en suis vraiment persuadé, moins longtemps que la crise de 1929 ou que la crise économique et financière de 2009. Donc, on doit puiser dans cela de l'optimisme et s'organiser en conséquence. Sur ces 11 milliards dont vous parliez, effectivement 3,5 milliards d'aides directes, ce qui est considérable, 19% à peu près du PIB. Là aussi, ça donne une idée de la puissance de la réaction de votre pays, lequel a aussi un volet, ou peut bénéficier aussi d'un volet européen. Combien est-ce que vous attendez du plan européen d'aide et de relance? Alors, le Luxembourg est de loin le pays qui profitera le moins du plan de relance, et c'est ainsi que se comprend la solidarité européenne. Je ne m'en plains pas, nous l'avons fait en connaissance de cause. Nous devrons surtout compter sur nous-mêmes, même si nous bénéficierons effectivement également d'un peu de soutien européen. Ce qui me paraît important dans les projets européens à venir, dans la relance que nous ferons ensemble, c'est de tenir compte bien sûr des deux grandes priorités, des deux grandes transitions que sont la transition digitale et les défis climatiques, mais quelque chose qu'on perd un peu de vue aussi, c'est qu'il faudrait faire en sorte que les investissements que nous favoriserons à l'échelle européenne est un aspect transfrontalier, c'est-à-dire que les projets qui sont favorisés nous aident tous ensemble dans ce marché unique, pour éviter une fragmentation totale et que chacun se retourne vers lui-même et ait une vision, je dirais, égoïste et nombrilique de la situation. Ça c'est, pour l'instant, c'est quelque chose qui se heurte à la réalité. Je veux dire, quand on regarde la manière dont le plan de relance est discuté, disputé même de façon âpre par certains pays, je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, on voit bien que l'idée d'avoir une espèce de grand mix des aides et des sommes qui sont dépensées ici ou là en Europe n'est pas tout à fait mûre. Ben, écoutez, on peut considérer le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais moi je considère que ce que l'Europe a fait au cours des 6 derniers mois rentrera dans l'histoire comme une phase de progrès de l'intégration européenne tout à fait spectaculaire. Si vous m'aviez dit au mois de janvier qu'on allait décider un paquet d'aide de 750 milliards, où certains pays comme le mien contribuent beaucoup et reçoivent peu, c'est vrai pour toute une série d'autres pays en Europe. Si vous m'aviez dit qu'on allait donner une capacité d'endettement à l'Europe elle-même, puisque la Commission pourra faire des dettes au nom de nous tous, je vous aurais dit, vous êtes un rêveur, ça ne se produira pas. Le Luxembourg, d'ailleurs, ensemble avec 8 autres pays, a dès le mois de mars, tout au début de la pandémie, signé une lettre qui appelait pour plus de solidarité. On parlait des eurobonds pour en fait avoir une capacité d'endettement rien que pour le Covid. Ce que nous avons fait va beaucoup plus loin que cela. Donc en quelques semaines, nous avons une dynamique extraordinaire. Alors maintenant, ça bloque un peu, ça se ralentit. Il ne faut pas, je dirais, dramatiser la situation. Tous les États européens ont une capacité d'endettement telle qui leur permet de dépasser quelques mois d'âge. Je sais que l'Espagne, par exemple, a prévu d'investir énormément l'année prochaine, ce qui, d'ailleurs, dans un pays comme l'Espagne, est une très bonne nouvelle, puisque c'est un pays qui avait sous-investi depuis 2008. Donc, ne serait-ce que par la perspective d'avoir des fonds européens
l'Espagne peut d'ores et déjà s'engager dans un programme d'investissement public très important. Mais les investissements, on parle toujours des investissements publics, il faut aussi parler des investissements privés. On va vraisemblablement y venir. On va y venir. Un mot quand même sur cette phrase que vous avez prononcée. Le Luxembourg contribue beaucoup et reçoit peu. L'opinion publique luxembourgeoise réagit comment à ça? Je pense qu'il faut regarder ça de manière holistique, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de manière générale. Luxembourg se porte bien lorsque l'Europe se porte bien. Nous exportons pratiquement tous les biens et les services que nous produisons en grande majorité vers les pays européens et nous importons presque tout des pays européens, même si souvent c'est bien sûr les pays européens qui sont nos fournisseurs principaux. Donc il y a une prise de conscience depuis toujours que le Luxembourg bénéficie du marché unique, bénéficie de l'existence de l'intégration européenne. Mais, et c'est certainement quelque chose qu'il faut souligner, nous sommes en fait un pays extrêmement ouvert. Bruno Le Maire disait tout à l'heure, et je le salue bien chaleureusement à cette occasion, même si nous sommes en antenne ensemble, Bruno Le Maire soulignait qu'il va y avoir 3 grands blocs. Les États-Unis, avec le nouveau président qui parle d'acheter américain, American. Nous avons la Chine, le Japon, l'Australie, qui ensemble, les pays d'Asie du Sud-Est, sont en train de former un grand marché de libre-échange. Et il y a l'Europe. Nous devrions aller dans la direction d'acheter des européens. Je crois qu'il faut trouver le juste équilibre entre favoriser les investissements en Europe, être compétitif et en même temps être suffisamment ouvert à les marchés extérieurs. Où c'est aujourd'hui la plus grande croissance mondiale? Très clairement en Asie. L'Europe, bien sûr, 450 millions de consommateurs, c'est spectaculaire, surtout avec un pouvoir d'achat relativement élevé, mais ne nous voilons pas la face. Il faut que nos entreprises puissent être des champions sur les marchés extérieurs. Et si nous devions commencer à fermer un peu trop nos frontières, gageons que les autres vont fermer les leurs. Donc, trouver le bon équilibre entre les deux n'est pas facile. Pierre Gramegna, parlons d'une des forces du Luxembourg, de votre pays, et c'est parfaitement au cœur de votre portefeuille de ministre des Finances. Je pense au secteur financier, qui est évidemment très porteur en termes de contribution au PIB. Comment est-ce que ce secteur a traversé la crise? Oui, le secteur financier était le patient malade en 2008-2009 dans la crise que nous avons connue tous ensemble autour de la planète à ce moment-là. Cette crise a duré 4-5 ans. Et aujourd'hui, le secteur financier se porte nettement mieux, pas seulement au Luxembourg, mais partout. Il y a moins de créances douteuses. Donc, en fait, le système financier et les banques sont une partie de la solution aujourd'hui. Et nous voyons que le secteur bancaire relaie bien les besoins de l'économie et que la machine fonctionne. Excusez-moi. Pour le Luxembourg, c'était très peu et nous avons vu que dans ce secteur, le télétravail fonctionne très très bien. Donc pas de plan de réduction d'emploi, pas de problème de réduction de la taille d'un certain nombre d'entreprises. On voit que un peu ailleurs sur le marché européen, en France par exemple, il y a des réductions d'emploi annoncées récemment par la Société Générale. On voit en Espagne la deuxième banque du pays qui décide de mettre en vente ses actifs aux États-Unis et donc de se recentrer et donc de faire une cure de downsizing, si j'ose dire. Chez vous, pas de souci de ce genre? Non, pour l'instant, nous n'avons pas constaté cela. Ce qui se passe, c'est que nous avons une place financière très diversifiée et très internationale. C'est-à-dire que les banques de détail ne sont qu'une petite partie de la place financière. Je prends par exemple ce qui est aujourd'hui peut-être la partie la plus connue et celle qui se développe le mieux, c'est celle des fonds d'investissement. L'industrie des fonds d'investissement. On a perdu la liaison. Pierre Gramegna. Oui, Pierre Gramegna, est-ce que vous m'entendez? Oui.
Est-ce que Pierre Gramegna m'entend? Non, on a un problème de liaison avec le Luxembourg, avec le ministère des Finances du Luxembourg. On essaie de rétablir. Peut-être pendant ce temps, je vais pouvoir passer la parole à Olivier Bacusa, qui est dans une autre pièce des locaux de l'Opinion, toujours pour le respect des règles sanitaires et du protocole de distanciation physique. Olivier Bacusa a récolté des questions des internautes depuis le début de cette conférence. Et peut-être vous pouvez commencer, Olivier, à nous donner peut-être un aperçu de la tonalité de ce qui ressort de nos internautes qui nous suivent sur cette plateforme. Vous étiez 700 inscrits et probablement serez-vous encore davantage quand nous finirons cette conférence. Olivier. Oui, bonjour Nicolas. Évidemment, de nombreuses questions qui étaient adressées à Bruno Le Maire, mais comme vous l'avez dit, Bruno Le Maire, son interview étant enregistrée, ne pourra y répondre. En revanche, de nombreuses questions qui portent sur le volet européen. Bruno Le Maire a lourdement insisté sur le fait que les économies désormais allaient être digitales et vertes. Donc il y avait des questions qui étaient adressées au ministre des Finances luxembourgeois sur le degré de maturité de la transformation digitale de l'économie de Luxembourg. Mais peut-être nous a-t-il rejoint? Oui, je crois que Pierre Gramegna est à nouveau en ligne. Pierre Gramegna. Bonjour. Oui, bonjour. On a eu une interruption au moment où vous parliez des fonds d'investissement et où vous expliquiez que, en effet, l'industrie financière au Luxembourg, c'est moins la banque de détail que les fonds d'investissement. Oui, tout à fait. Et que, en fait, l'industrie des fonds d'investissement a très bien résisté à la crise. Les avoirs sous gestion se situent à 4 700 milliards d'euros, ce qui est un chiffre considérable et supérieur à ce qu'on avait l'année dernière. Donc, on voit que cette industrie résiste très bien. C'est d'ailleurs un instrument extrêmement moderne pour financer les économies. Et en fait, si on veut réussir la relance, il ne suffit pas que les gouvernements investissent beaucoup et donc que les investissements publics soient considérables. Il faut aussi que le secteur privé investisse beaucoup. Nous avons eu un déficit d'investissement en Europe et excessif de 2008 à 2019. C'est en train de changer. Le Luxembourg étant une exception à la règle, nous avons toujours gardé des investissements très élevés. Mais il faut bien sûr que le secteur public suive. Et si je peux enchaîner sur la question qui a été posée. Oui, allez-y, bien sûr. Sur le type d'investissement favorisé. Je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit Bruno Le Maire et ce que dit la Commission européenne. Il faut avoir une politique d'investissement qualitative nettement meilleure que ce que nous avons connu auparavant. Prenons d'abord le climat. Rendons-nous compte que nous avons eu un test grandeur nature avec la fermeture de l'économie en mars-avril en Europe et dans le monde, un test grandeur nature qui nous a montré que lorsque l'activité humaine baisse, la planète, d'un point de vue environnemental et climatique, se porte mieux. Donc, je crois que ça nous a démontré qu'il n'y a aucune raison d'être climato-sceptique. Je sais qu'il y en a encore beaucoup, mais donc, tirons les tests grandeur nature, il faut vraiment la transformation logique, la décarbonation de l'économie, et c'est faisable. Et un des moyens pour le faire, c'est la finance. Parce que si nos banques, si nos acteurs financiers favorisent justement ces investissements qui nous permettent de produire plus proprement, qui nous permettent de protéger le climat, eh bien nous réussirons ce saut qualitatif. Je reprends la parole, Pierre Gramegna, avant de la céder à nouveau à Olivier Bacusa pour les questions des internautes. On évoquait avec Bruno Le Maire cette union des marchés de capitaux. Je l'évoquais en parlant, souvenez-vous, de Moderna, de cette formidable aventure d'un Français qui, après avoir fait une partie de sa carrière dans l'industrie pharmaceutique en France, est parti aux États-Unis, a fondé ce laboratoire Moderna qui vient de révélé qu'il était tout prêt de mettre sur le marché un vaccin contre le Covid. Il a levé, son entreprise a consommé ou levé jusqu'à 5 milliards de dollars, chose absolument impossible aujourd'hui en France. Réponse de Bruno Le Maire, c'est pour ça qu'il nous faut l'union des marchés de capitaux. C'est votre réponse aussi, et c'est pour quand, si c'est le cas? Alors, l'union de marchés de capitaux est un projet qui dure et qui est en cours depuis plusieurs années.
nous faisons l'erreur en Europe de toujours insister sur ce qu'on n'a pas encore réussi à atteindre. Alors, l'union de marché de capitaux est aujourd'hui en nettement meilleur état qu'elle n'était il y a 5 ans. Il y a encore des choses à faire. Mais c'est vrai qu'il faut mobiliser les marchés de capitaux. C'est ainsi qu'en Europe, nous finançons les projets aux 2 tiers à travers le système bancaire et seulement 1 tiers à travers les bourses, à travers les marchés de capitaux. Le ratio est exactement l'inverse aux États-Unis. Je ne sais pas si un des systèmes est meilleur que l'autre, mais il faut, je crois, dynamiser les deux. Alors, nous avons assaini notre système bancaire qui peut maintenant, je crois, davantage soutenir l'économie qu'il l'a fait au cours des 5 et 10 dernières années, et nous devons en parallèle, effectivement, favoriser les marchés de capitaux en nous mettant ensemble et en gagnant en quantité parce que nous sommes un grand marché. Il est clair que nous pouvons surtout y parvenir si nous nous concentrons sur les investissements verts. Je signale que, par exemple, les obligations vertes sont pour la moitié d'entre elles dénommées en euros. Donc vous voyez là, c'est une spécialisation de l'euro que nous devons continuer à la... Donc je pense qu'il faudra se spécialiser aussi dans certaines choses. Et c'est peut-être cela qu'il faudra suivre. La réalisation, les investissements climatiques, le tout en euros, avec un système financier derrière qui favorise justement ces secteurs. Merci beaucoup Pierre Gramegna. Je vais céder cette fois pour de bon la parole à Olivier Bacusa qui va vous transmettre des questions d'internautes. Merci d'avoir accepté cette interview. Nous devions avoir un débat avec Bruno Le Maire, encore qu'un débat avec Bruno Le Maire et Pierre Gramegna, ce n'est pas forcément un débat de 2 personnes qui ont beaucoup de choses qui les opposent. Au contraire, je pense que vous êtes vraiment raccord sur beaucoup de dossiers, beaucoup de points, et en particulier surtout le volet européen de la relance et de la lutte contre le Covid. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à cette première journée de notre 2e forum Luxembourg for Finance. Et je passe la parole tout de suite à Olivier Bacusa. Merci, oui. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Monsieur Gramegna, on a de nombreuses questions de nos internautes. Pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur l'économie verte, vous disiez que la place financière luxembourgeoise avait 4 700 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Est-ce que pour accentuer les investissements dans l'économie verte, la fiscalité peut être un bon levier d'action pour le gouvernement luxembourgeois, mais plus largement pour les gouvernants européens? Oui, la fiscalité est toujours un élément important pour être compétitif. Nous avons, par exemple, prévu dans notre loi de budget de cette année pour les finances publiques de l'année prochaine, une mesure qui réduit la taxe d'abonnement sur les fonds d'investissement lorsque ceux-ci investissent dans des actifs, on va dire, environnementaux ou sociaux. En fait, nous nous sommes basés pour cela sur la directive européenne sur la taxonomie qui a en fait atteint un objectif que l'Europe s'était donné et qui était très ambitieux et difficile à atteindre, c'est-à-dire de définir qu'est-ce qui est un investissement soutenable ou un investissement climatique qui remplit les conditions de l'accord de Paris. Se mettre d'accord sur une chose de ce genre est extrêmement complexe et nous y sommes parvenus de sorte que l'Europe s'est donné en fait un maître étalon pour mesurer quels investissements sont considérés comme favorables au climat et lesquels ne remplissent pas les conditions. Cela va dynamiser ces marchés financiers à l'avenir et la fiscalité est accessoirement un élément supplémentaire qui permet de rediriger les flux financiers dans cette direction. De nombreuses questions aussi sur la place de l'Europe sur l'échiquier mondial. Bruno Le Maire évoquait la nouvelle hiérarchie économique mondiale avec la signature de l'accord de libre-échange ce week-end de l'ASEAN. De nombreux internautes qui nous suivent s'interrogent sur le fait que dans le monde d'hier, on disait souvent que l'économie américaine était la locomotive de l'économie mondiale. Est-ce que désormais, c'est l'économie chinoise qui va servir de locomotive pour le reste du monde? Quelle est votre vision sur ce sujet? Je pense que si on regarde les 5 ou 10 dernières années, on s'aperçoit que la Chine était déjà le moteur principal de l'économie mondiale.
La Chine est le plus grand exportateur et importateur mondial devant l'Union européenne, qui est très internationale et qui exporte et importe beaucoup, davantage d'ailleurs que les États-Unis. Si vous regardez les chiffres de la croissance pour l'année prochaine, qu'a publié le Fonds monétaire international, vous voyez que le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 4%, 4,5% de croissance l'année prochaine. Eh bien, un tiers de cette croissance, c'est la Chine. Donc, il est clair que la Chine, plus le Japon et les pays de l'ASEAN, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont dans ce nouvel accord asiatique, vont être le moteur de la croissance. J'espère et je suis confiant que les États-Unis et l'Europe seront un moteur de croissance également, mais il est clair que les plus grands marchés et le plus grand potentiel se trouvent en Asie. Raison de plus pour avoir une attitude extrêmement ouverte vers le commerce, tout en essayant de prôner une économie et plus digitale. Et il faudra trouver un équilibre entre les deux. Se refermer sur le marché unique européen serait une grave erreur et d'ailleurs priverait nos économies de marchés qui sont en pleine croissance et qui se développent peut-être même plus rapidement que les nôtres. Alors les économies asiatiques, notamment la Chine, sont déjà en train de redémarrer pendant que l'Europe est en train d'affronter une terrible deuxième vague de la Covid-19. Des questions aussi des internautes sur l'action de la Banque centrale européenne qui a déversé des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers. Visiblement, le levier des rachats d'actifs et une politique de taux bas vont continuer. Il y a un débat qui a été ouvert par certains sur l'avenir de cette dette contractée par les États membres de l'Union monétaire. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà sur la poursuite de la politique de la BCE, que va devenir cette dette, qui semble être un gros sujet d'inquiétude pour les gens qui nous suivent. Oui, très bonne question avec plusieurs sous-questions. Tout d'abord, il faut souligner que l'attitude de la Banque centrale européenne dans cette pandémie a été différente de la politique qui a été poursuivie en 2008-2009 par la Banque centrale européenne, qui avait insisté, de même que d'ailleurs les autorités européennes elles-mêmes, sur la nécessité de limiter la dette et avait mis en place le pacte de stabilité et croissance pour favoriser de la discipline budgétaire. La Banque centrale européenne a changé son fusil d'épaule autour de 2013 lorsque Mario Draghi a dit nous soutiendrons tous les pays de la zone. À l'époque, c'était la crise grecque. Qui n'en coûte. C'est de là que vient d'ailleurs cette expression qu'a réutilisée aussi le président Macron dans cette pandémie. Donc, whatever it takes. Ce qui veut dire, quand on est dans une phase compliquée et difficile de récession comme celle-ci, il faut pouvoir compter sur une politique monétaire dynamique, expansionniste et avoir des taux d'intérêt très bas. Nous avons actuellement des taux d'intérêt négatifs en Europe et une politique monétaire très expansionniste, 1350 milliards de rachats d'actifs par la Banque centrale. Cela permet d'envisager une relance rapide. Je suis confiant que nous allons l'avoir dès le premier trimestre de l'année prochaine, et c'est bien ainsi. Mais est-ce qu'on peut avoir une telle politique dans le moyen et le long terme? La réponse à cette question n'est pas claire. Aux États-Unis, en 2008, la Banque centrale américaine, la Fed, avait une politique très, très expansionniste jusqu'en 2013-14, et elle a commencé à remonter ses taux d'intérêt jusqu'à la veille de la pandémie. Donc, on voit qu'à un moment donné, il faudra faire un rééquilibre. Comment voulez-vous continuer d'ailleurs avec des taux d'intérêt négatifs dans le long terme? Ça met la tête en bas, toute réforme économique durable. Les taux d'intérêt négatifs sont très mauvais, par exemple, pour une société d'assurance, pour ne parler que d'elle, et rend certaines équations économiques impossibles. Donc, c'est une question qu'il faut résoudre après la relance. Pour l'instant, que la Banque centrale européenne a fait un travail magnifique sous l'égide de Christine Lagarde, qui, sans hésitation d'ailleurs, a mis en place avec ses collègues cette politique de rachat d'actifs qui nous permet, il faut en être conscient, d'amortir le choc des fermetures de l'économie qui sinon aurait été dramatique.
Pierre Graminet, je vous remercie. Nous avons encore de nombreuses questions, mais je pense que, alors, malheureusement, l'heure tourne et nous sommes obligés de tenir l'horaire. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions, répondre aux questions des internautes, que je rassure tout de suite qu'ils continuent à poser des questions, puisque de toute façon, les intervenants qui suivent sur la table ronde marché et perspectives pour le court, le moyen et le long terme seront en mesure de répondre à un certain nombre de leurs questions. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Bonne journée. Portez-vous bien, puisque c'est une phrase que tout le monde répète à l'envi aujourd'hui. Protégez-vous bien du Covid. Et nous allons passer à notre deuxième table ronde. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre... On n'a pas pris de risque puisqu'on était à 400 km de distance, mais on a tellement de choses en commun et tellement de choses en partage, dont cette belle langue française. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme je l'indiquais, nous allons passer à notre table ronde qui est consacrée aux perspectives d'avenir sur les marchés, qui va être animée par notre journaliste maison Muriel Motte et qui va accueillir deux personnes. Alors, de nouveau, comme vous l'aurez compris, nous sommes en direct de la rédaction de l'Opinion, mais aussi depuis le Luxembourg et puis pour certains ailleurs, à l'instar du ministre de l'économie. Muriel va accueillir dans nos locaux de l'Opinion Pierre Blanchet, qui est alors en bon français Head of Investment Intelligence Global Views de chez Amundi, et Guy Wagner, qui est le directeur de la Banque de Luxembourg Investments, va intervenir depuis le Luxembourg. Je pense que Muriel et Pierre Blanchet ont dû prendre place dans notre studio, qui entre-temps, évidemment, pour garantir toutes les mesures de distanciation, toutes les mesures sanitaires auxquelles nous nous plions évidemment de bon gré, ont été opérées. Nous allons donc avoir un nouveau jingle avant d'accueillir Muriel et nos deux invités. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc vous avez fait les présentations, mais je les refais à nouveau. Pierre Blanchet qui est avec moi, vous êtes Head of Investment Intelligence chez Amundi, et Guy Wagner, vous êtes directeur de Banque de Luxembourg Investments. Alors je crois qu'on peut dire sans trop se tromper que 2020 c'est une année dont on va se souvenir. Je me dis, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'était une bonne année, une mauvaise année dans vos métiers respectifs? Pierre, bonne année ou mauvaise année 2020? Disons que ce n'était pas une mauvaise année 2020. Ça a été une année éprouvante d'abord pour les équipes, pour les process, pour les entreprises, et puis aussi en termes de volatilité, pour une part pour les portefeuilles des investisseurs. Mais globalement, c'est une année, en tout cas pour la gestion d'actifs, qui semble se terminer de façon assez positive. Amundi a publié ses résultats. Les clients n'ont pas paniqué? Alors les clients n'ont pas paniqué, non, pour deux raisons. D'abord parce que les sociétés de gestion ont fait le travail de protection de leurs intérêts, et puis les banques centrales sont intervenues au moment vraiment critique qui était le mois d'avril. Et donc finalement, ensuite, c'était l'affaire d'un rebond, qui est un rebond exceptionnel, comme l'a été la chute. Mais voilà, c'est une année dont on se souviendra, c'est sûr, mais pas une mauvaise année pour l'instant. Et pour vous, Guy Wagner, c'était la même chose? Oui, c'était essentiellement la même chose, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est une année certainement qui était spéciale. Mais comme en tant que gestionnaire, généralement, on est mesuré à la performance, respectivement aux actifs qu'on gagne ou qu'on perd. On peut même dire pour nous, c'était une bonne année, puisque les paris, je dirais, qui sont inhérents à notre méthodologie d'investissement ont encore été une fois confirmés cette année. Et sinon, est-ce qu'on peut dire que 2020 est une année qui a créé des ruptures de fond, de long terme, et qui vont perdurer en matière macroéconomique et de marché financier? Ou est-ce que le monde d'après, ce sera le monde d'avant, plus quelques mois finalement? Guy Wagner. Je dirais il y a certainement certaines, peut-être même pas des ruptures, mais des tendances qui ont été confirmées. Je dirais que ce soit au niveau macroéconomique, on avait déjà, avant le Covid, on avait un problème d'endettement. Ce problème a certainement encore été renforcé cette année, puisqu'on a encore ajouté pas mal de dettes cette année-ci.
il y avait déjà un peu ces tendances d'anti-globalisation, d'anti-mondialisation. À nouveau, ça existait déjà avant le Covid. Ça a aussi été plutôt, encore une fois, renforcé par le Covid. Il y avait le problème des inégalités sociales, qui est clairement aussi un problème majeur et qui a aussi quelque part été renforcé par le Covid. Donc, c'est même pas vraiment des ruptures, c'est plutôt des confirmations. Je dirais au niveau, pour nous, plus spécifiquement en tant que gestionnaire, c'est que ce qui semble être confirmé, encore une fois, c'est cette idée que les taux d'intérêt resteront très bas pendant très longtemps. Donc là, à nouveau, c'est important évidemment pour nous en tant que gestionnaire. À nouveau, ce n'est pas une rupture, c'est plutôt confirmation d'une tendance qui existait déjà avant. Je dirais peut-être la rupture, mais ça, l'avenir nous le dira, c'est qu'on vient un peu d'entendre par le débat précédent, c'est cette idée que de plus en plus on a l'impression que toute idée de rigueur budgétaire est plutôt abandonnée et qu'on va plutôt aller dans la direction d'une politique budgétaire beaucoup plus expansive qui serait financée partiellement par les banques centrales. Donc ça pourrait amener une rupture, notamment bien sûr au niveau du régime des prix, inflation, déflation, tous ces éléments-là, mais ça c'est peut-être un peu tôt pour déjà l'affirmer à l'heure actuelle. Et vous, Pierre Blanchet, est-ce que vous distinguez des mouvements de fond qui sont susceptibles de changer votre métier ou votre approche en matière d'investissement? Je pense que ce que dit Guy Wagner est juste. En fait, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en place, mais comme toutes les crises, en fait, elles exacerbent des tendances existantes. Il y a peut-être une rupture dans le cycle. On a quand même marqué la fin d'un cycle économique, on en démarre un, donc d'un point de vue économique, c'est quand même une rupture. Et puis comme l'évoquait Guy à l'instant, il y a quand même un changement aussi de paradigme des politiques publiques, c'est-à-dire que la politique budgétaire, en termes d'endettement, on a atteint des niveaux peut-être un peu inenvisageables. Et pour ce qui est des bilans des banques centrales, là pour le coup, on a carrément atteint des niveaux auxquels on n'avait pas idée. Donc, et puis le lien entre les deux, qui est désormais très fort et très marqué, alors que pendant des décennies, on a quand même essayé de bien marquer la différence. Donc il y a quand même des ruptures, je dirais, dont on ne connaît pas encore les conséquences. Guy évoquait les problématiques d'inflation. Et pour la gestion, oui, il y a un sujet, c'est que les taux sont bas, ils vont rester très bas pendant très longtemps. Et ce n'est pas forcément en fait ce que les portefeuilles ou les investisseurs avaient en tête à l'issue de ce cycle. Donc des ruptures et beaucoup de continuité en fait sur des sujets qui avaient déjà démarré. Et est-ce que ça veut dire que structurellement, les clients doivent s'habituer à toucher des rendements inférieurs aux années passées? Qu'est-ce que ça change en termes de stratégie d'investissement? Alors ce que ça change déjà, c'est comme vous le dites, c'est que les rendements sur les actifs dits sans risque sont en Europe nuls, voire même dans certains cas légèrement négatifs. Et pour obtenir du rendement, il faut prendre des risques, peut-être un peu plus de risques, peut-être parfois un peu plus de risques que ce qu'on avait prévu de prendre, c'est-à-dire d'un point de vue réglementaire par exemple. Mais globalement, on pense qu'il y a vraiment deux choses à faire. Il y a la diversification dans cette prise de risque, et puis aussi la prise en compte en fait, de la liquidité. Puisque obtenir un rendement supérieur au taux sans risque, mais si c'est au détriment complet de la liquidité de votre portefeuille, ce n'est pas vraiment résoudre le problème. En fait, vous le repoussez pour un peu plus tard ou dans d'autres conditions. Donc oui, ça change. Encore une fois, c'est plus de la continuité finalement, parce que les taux étaient déjà très bas. Et Guy Wagner, est-ce que votre vision à long terme a changé? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de votre vision à long terme des marchés, de l'économie? Non, je dirais la vision à long terme n'a pas changé en ce sens que pour nous, de toute façon, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut, si possible, investir dans la qualité. Et ça, je dirais, ce n'est pas un thème qui est lié à la situation actuelle. Mais par rapport à votre question, je pense effectivement qu'une des conclusions, c'est effectivement qu'il faut revoir à la baisse ces attentes de rendement pour les années à venir. Vous savez, tout normalement est si on veut pricer à partir d'un taux sans risque. Si vous avez un taux sans risque de 3%, disons le placement d'un monétaire à 3 mois en euros, généralement ensuite à partir de là, vous achetez une petite prime, ou vous achetez une petite prime pour acheter peut-être des obligations, disons vous achetez une prime de 3 à 4% pour acheter des actions, donc automatiquement, donc 3% plus 4%, vous êtes à 7% pour les actions, etc. Aujourd'hui, ce taux de 3% est passé à 0, et donc à partir de là, vous avez toujours la
prime adéquate pour les actions de 3 ou 4%, mais donc ça ferait qu'au lieu de faire 7%, les actions ne font plus que 4%. Donc c'est simplement cette idée qui est simplement de dire tout est aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles, les taux d'intérêt conditionnent quand même un peu la valorisation de tous les autres actifs, que ce soit financier ou immobilier, et à partir de là, c'est pas une idée, la conclusion qu'on entend souvent, ce n'est pas de dire les actions sont chères donc il faut les délaisser. La conclusion serait plutôt de dire les actions sont plus chères que la moyenne historique, mais c'est logique parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles, mais parce qu'elles sont plus chères que leur moyenne historique, il faut revoir à la baisse ces attentes de rendement. Donc ça c'est un peu effectivement pour moi une des conclusions majeures de la situation actuelle. Mais pour revenir sur la stratégie d'investissement, est-ce que, en termes de produits, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous allez faire pour vos clients? Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, le point important pour nous, chez Amundi, c'est qu'on est dans un nouveau cycle. On a démarré un nouveau cycle, donc un nouveau cycle d'investissement. Mais un nouveau cycle de croissance, un nouveau cycle de... Alors, à la fois de croissance pour l'économie, puisque 2021 sera une année de forte croissance, et 2020 était une année négative, enfin, elle n'est pas encore terminée, mais a priori, ce sera le cas. Et en fait, la question, c'est maintenant comment vous déployez le capital. Et notre vue, c'est qu'en fait, c'est le moment d'augmenter de façon stratégique l'allocation sur les actions, par rapport en particulier à la dette d'entreprise. Alors je dis stratégique, c'est-à-dire sur des horizons plutôt longs et graduellement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on démarre un nouveau cycle et il y a des grands écarts de valorisation dans un contexte de taux d'intérêt très bas. Donc, il nous incite théoriquement à en fait augmenter ces pondérations. Donc ça, c'est le premier axe. Et on le fait en fait selon 3 grands facteurs. D'abord en termes de style, on pense que la value est intéressante. En termes sectoriels, on pense que les parties cycliques, ceux qui vont profiter en fait du rebond économique, sont des secteurs intéressants. Et puis pour finir, en termes de région, l'Europe est un peu décalée par rapport en tout cas au marché américain. Donc voilà sur ce mouvement en fait du crédit vers les actions graduel et stratégique. Et tout cet argent injecté par les banques centrales, Guy Wagner, à votre avis, comment ça va se terminer, cette hyper-liquidité? Est-ce que ce sont des bulles spéculatives? Est-ce que c'est le retour de l'inflation qu'il faut redouter? C'est inédit. Est-ce que ça peut être, est-ce que c'est risqué? Est-ce que ça peut très mal se terminer? Oui, c'est une bonne question, mais malheureusement, il n'y a pas... Il n'y a pas de doute que les banques centrales vont rester accommodantes, j'imagine. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de... il ne faut jamais dire jamais dans ce métier, mais il ne semble pas y avoir de doute que les banques centrales resteront accommodantes. Malheureusement, effectivement, vous l'avez dit, c'est une situation complètement inédite, donc on ne sait pas comment ça va se terminer. Est-ce que ça va, au pire des cas, créer une crise de confiance dans l'argent, dans la monnaie papier? Ça, c'est une possibilité. Est-ce que ça va bien se terminer? On ne le sait pas pour l'instant, mais c'est clair que c'est une donne avec laquelle il faut que nous, en tant que gestionnaires, on travaille, et on part de l'hypothèse, effectivement, que les taux d'intérêt resteront encore bas pendant très longtemps. Et aussi, il faut dire aussi qu'indépendamment de ce qu'on pense de cette politique, moi, personnellement, je ne suis certainement pas très favorable d'un point de vue économique à cette politique de taux zéro qu'on mène depuis 10 ans. Mais en tant que gestionnaire, c'est la réalité avec laquelle il faut travailler. Et donc, de ce point de vue, il y a quand même fort à parier que dans la mesure où les banques centrales, leur politique des 10 dernières années, c'était aussi quand même un peu cette idée de créer un effet richesse en essayant de stimuler les prix des actifs à risque. Donc, que les banques centrales, s'il devait y avoir une correction plus importante sur les marchés, feraient quelque chose. Donc, est-ce qu'effectivement, à un moment donné, les investisseurs arriveront à la conclusion que les banques centrales ont perdu leur pouvoir, n'ont plus de munitions? Ça, c'est possible. Mais entre-temps, effectivement, la réalité est qu'on peut, a priori, supposer que les taux d'intérêt resteront très faibles. Donc, par rapport à... Et je rejoins ce que Pierre vient de dire. Donc, pour moi, il y a toujours, en tant qu'investisseur, il y a la possibilité, si on regarde simplement par grande classe d'actifs, il y a les actifs réels, les actions, voire même l'or, il y a les actifs monétaires, donc les obligations, etc. Et à mon avis, il faut clairement privilégier les actifs réels. Muriel, messieurs, j'ai une petite question qui revient avec insistance de nos internautes, c'est cette dette Covid contractée par les États et cette abondance de liquidité qui a été opérée par la Banque centrale et puis par les banques centrales. Voilà, est-ce que le scénario d'une annulation des dettes Covid est envisageable de votre point de vue? Et j'imagine que non, et si vous pouviez nous expliquer pourquoi.
Alors, qui se lance dans la réponse? Moi, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment déjà reprendre ce qui a été dit et répété par les gouverneurs des banques centrales et pas qu'en Europe. C'est-à-dire que l'annulation de la dette, de même qu'en fait son transfert à l'infini, aura un impact immédiat sur la valeur des actifs des épargnants. Donc en fait, ce qui peut paraître être une bonne solution, en fait, est une solution horrible d'un point de vue de la valeur du patrimoine. Donc en essayant finalement de régler un problème, on en crée un autre beaucoup plus important. On tue la confiance. On tue la confiance. Et le deuxième mécanisme, en fait, c'est que je pense qu'il ne faut pas oublier de qui on parle. En fait, c'est une interaction entre une banque centrale, qui est une institution, et un gouvernement, qui est une institution. En fait, le lien qui est entre eux est tel qu'on peut considérer que ces dettes sont un peu, entre guillemets, parquées au bilan des banques centrales, pour une durée qu'on ignore, mais ça peut être une durée très longue. Et en fait, on peut même considérer qu'elles ont un peu changé de caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à l'endettement des États, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, comme disait Guy tout à l'heure. On ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Mais dire on a accumulé trop de dettes, donc il faut la repousser ou l'annuler, en fait, c'est sûr que ce n'est pas la bonne solution. Alors dire cette dette-là est un lien entre des États et les banques centrales, on va la gérer dans le temps, c'est probablement beaucoup plus efficient. Merci. Et je revenais quand vous disiez, pour avoir du rendement, il va falloir prendre des risques. Est-ce qu'il faut prendre des risques jusqu'à investir dans le Bitcoin ou des choses comme ça, ou pas du tout, à votre avis? Alors, je reprends ce que disait Guy tout à l'heure, il ne faut jamais dire jamais dans ce métier. Ces actifs-là, aujourd'hui, restent à définir et ils ne font pas partie de la palette des actifs qu'on utilise au quotidien dans la gestion. Ça ne veut pas dire qu'à un horizon plus ou moins long, ça ne sera pas le cas. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Je pense que quand vous regardez, on parlait des actions, hein, tout à l'heure Guy l'évoquait, sur les actions, il y a des secteurs qui sont sous-évalués. On parlait d'actifs réels, il y a sûrement des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Donc pourquoi pas, mais je pense qu'il y a déjà énormément à faire avec les actifs classiques dont on dispose. Et Guy Wagner, à votre avis, quels sont les déséquilibres aujourd'hui les plus menaçants potentiellement pour 2021 et les années qui viennent? Je dirais qu'il y a déjà un déséquilibre, c'est celui c'était aussi la question sur la dette. Donc il y a un problème d'endettement. Maintenant, la dette ne devient un problème que lorsqu'elle coûte quelque chose. Donc il y a une dette mais qui ne coûte rien. Donc la situation est moins problématique. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en rapport au produit intérieur brut, dans la plupart des pays, on a des dettes qui sont historiquement élevées. Donc tôt ou tard, ça risque de créer un problème. Et l'autre grand problème, d'après moi, qui est très important, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, les inégalités sociales. Donc ça, c'est clairement un problème. Si on veut avoir une société saine, on ne peut pas se permettre ce genre d'inégalités. Et malheureusement, donc, ces inégalités, ça n'a été que renforcé par la crise du Covid, parce qu'il y a là-dedans justement beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, qui risquent de ne pas le retrouver. Et de l'autre côté, c'est clair que les privilégiés, finalement, ont été relativement peu affectés par la crise. Pierre, je pense qu'en fait, c'est un très bon point. C'est que il y a une méthode pour l'investissement. Il y a des véhicules pour ça aussi. Évidemment, c'est un sujet politique, mais c'est aussi un sujet d'investissement. Et c'est pour ça que l'investissement ESG, en fait, est devenu central. Quand vous regardez les aspirations des investisseurs, et pas qu'en Europe, en fait, la demande pour des produits ESG, avec un S, et dans le S, c'est quand même le sujet social. Oui, c'est environnement, social et gouvernance, c'est ça? Exactement. Et donc, en fait, ça renouvelle quand même profondément l'investissement, tant dans son objet et sa finalité, et puis aussi sa méthode. Donc ça, c'est une tendance de fond qui pourrait s'affirmer à l'issue de cette crise, c'est le poids de l'investissement ESG. Oui, je pense qu'en fait, cette crise a un basculement vis-à-vis de ce paradigme. En fait, on peut même dire qu'après la crise, la question, ça sera qu'est-ce qui n'est pas ESG, en fait, finalement, schématiquement. Et sur les sources de déséquilibre potentiel, à votre avis, est-ce que vous en voyez d'autres, vous, dans la situation actuelle? Je pense ce qui a été évoqué tout à l'heure dans la conversation précédente, c'est la croissance chinoise, la croissance d'Asie du Nord, en fait, vis-à-vis du reste du monde. Sur 2021, l'Asie va représenter plus d'un quart de la croissance mondiale. L'Europe, ça sera 12 peut-être, et dans le cas des États-Unis, 12 aussi. Donc vous avez un gros décalage. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle, je pense malheureusement, la reprise en cas, c'est que certains secteurs, certains pays sont moins bien orientés. Nous, on ne fait pas l'hypothèse qu'il y ait vraiment une divergence de long terme, mais en tout cas, il peut y avoir des divergences de court terme.
Et cette divergence-là, elle a un impact en termes d'investissement, puisque évidemment, vous allez chercher quand même à capter une partie de cette croissance. Et qu'attendent vos clients de vous l'an prochain? Est-ce qu'ils attendent l'audace, la performance? Comment vous les sentez à l'issue de cette année qui, finalement, donc, n'a pas été si mauvaise que ça? Est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise l'an prochain? Je pense que les investisseurs, ils attendent d'abord à ce qu'on protège leurs actifs dans les phases difficiles, qu'on leur offre des solutions d'investissement pertinentes par rapport à leurs objectifs, et puis effectivement qu'on soit capable de participer en fait au mouvement. Donc c'est pour ça que j'évoquais ce sujet du crédit vers les actions. Je pense que le métier de la gestion, s'il est fait sur ces paramètres-là, répond aux attentes. Et vous, Guy Wagner, questions? Oui, ah ben très bien. Non, je te laisse reprendre. Non, vas-y. Oui, vous évoquiez, Pierre Blanchet, les investissements, enfin les fonds ISR, les critères ESG. Vous disiez que c'était vraiment une vraie tendance de fond et que demain, on se poserait la question de ce qui est ou pas ESG. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer quelles sont les tendances observées pendant le début de la crise de la Covid? On a coutume de dire que les investissements socialement responsables, les investissements à impact, ont nettement mieux résisté depuis le début de la crise au premier trimestre que les autres. Est-ce que vous pouvez nous le quantifier? Alors, je peux vous le quantifier, mais pas tout de suite, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Mais c'est vrai, quand vous regardez, par exemple, sur les segments d'actions européennes, une nette surperformance en fait, des valeurs dont le critère ISR ou la catégorie ESG est bien noté. Alors, il y a une logique à ça aussi, puisque on est passé dans une phase très compliquée, un mouvement quand même un sujet à risque de liquidité. Et donc les entreprises qui avaient les bilans les plus solides, qui étaient capables en fait de montrer des plans dans la durée, qui représentaient finalement la meilleure gouvernance, eh bien, ceux-là s'en sont mieux sortis que les autres. Par ailleurs, les entreprises qui ont un moins d'impact écologique, vous retrouvez forcément aussi les boîtes de technologie. Et donc, vous avez cet effet-là qui fait que finalement, cette crise, elle a permis de mettre en lumière la valeur en fait, à la fois de la bonne gestion et l'exposition, ou la surexposition, je dirais, à ces secteurs-là. Après, il faut faire attention. L'année n'est pas terminée. Il faut regarder les choses dans la durée. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, avoir joué le jeu de l'ESG, même si ce n'est pas forcément le bon terme, en tout cas avoir utilisé ces critères, c'était une bonne stratégie pour les entreprises et pour les investisseurs. Alors, il y a toujours une question aussi. On se souvient de Donald Trump qui a voulu rendre illégal les critères ESG pour les contrats d'épargne retraite aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une opposition, ou est-ce qu'il y en avait une, est-ce qu'elle était fondée, entre investissement selon des critères ESG et rentabilité? Alors, dans l'esprit des épargnants, c'est une vraie question. Voilà. Bon, je laisserai ensuite Guy répondre, mais de notre point de vue, par rapport aux études qu'on a pu faire, et on a une équipe qui travaille sur ce sujet depuis des années, on montre en fait le contraire. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui montrer que l'investissement ESG ne se fait pas au détriment de la performance, et qu'au contraire, en fait, il amène une surperformance. C'est vrai sur les actions qu'on connaît bien, mais c'est vrai en fait aussi sur les crédits d'entreprise. Sans rentrer dans les détails, on peut montrer qu'en fait, les émetteurs bénéficient d'une prime lorsqu'ils sont bien notés en critères ESG. Guy Wagner, vous avez envie de répondre à ce... Oui, disons, au niveau ESG, pour moi, à nouveau, c'est clairement une tendance qui est là, qui restera, qui est importante. J'ai de temps en temps, effectivement, un peu de mal lorsqu'on semble faire croire que c'est un moyen encore d'améliorer la rentabilité. Je dirais même la logique voudrait presque le contraire. Donc, si vous voulez que les entreprises investissent davantage dans la protection de l'environnement côté E, dans ESG, ou payent par exemple mieux leurs salariés, ça va un peu au détriment de la rentabilité. Donc pour moi, c'est un peu bizarre lorsqu'on essaye de faire croire que l'ESG est un moyen vraiment d'améliorer encore la rentabilité. Cette année-ci, c'est clair, et Pierre l'a dit, si vous regardez cette année-ci, un des grands perdants du Covid, c'était par exemple le secteur pétrolier. Les fonds ESG sont censés ne pas être trop investis dans ce secteur, donc c'est clair qu'un tel fonds
a surperformé un fonds qui avait du pétrole. À l'inverse, les sociétés technologiques qui ont souvent un rating ESG très favorable, comme c'était un des grands gagnants de la crise, un fonds à nouveau qui a beaucoup de technologie a surperformé, mais ce n'est pas nécessairement lié au volet ESG en tant que tel, c'est aussi un peu lié à la crise. Pour moi, c'est toujours un peu bizarre lorsque les mêmes personnes qui, en tant que citoyens, disent il faut faire beaucoup plus pour l'ESG, etc., il faut que les sociétés investissent beaucoup plus là-dedans, mais dès que cette même personne est elle-même actionnaire d'une société, elle s'étonne que le cours de bourse ne monte pas davantage. Donc c'est un peu quand même, il faut un peu savoir ce qu'on veut, et on ne peut pas avoir comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est sûr. Mais dès qu'il s'agit de performance, les gens deviennent tout d'un coup très, très nerveux avec leur portefeuille. Tout à fait. Je crois que l'heure tourne. Oui, j'ai encore quelques... Non, t'inquiète pas, il y a d'autres questions. Beaucoup de personnes qui nous suivent s'inquiètent du retard technologique pris par l'Europe versus les États-Unis et surtout l'Asie et la Chine. Craignent que l'Europe ne soit sous tutelle numérique. On sait que la Chine a fait des investissements, notamment dans l'intelligence artificielle, une priorité extrêmement forte. Qu'est-ce que vous observez sur les marchés de ce point de vue-là, entre les trois grands pôles, Amérique du Nord, Europe et Asie? Est-ce que ce retard technologique, vous le retrouvez aussi dans ce que vous constatez dans les investissements en Europe? Alors, qui veut répondre? Si je peux me permettre, moi je dirais simplement, on le voit dans les indices. Si vous regardez l'indice, le principal indice américain, le Standard & Poor's 500, il y a environ 30% de technologie. Si vous regardez le MSCI Europe, il y a moins de 5%. Donc ça répond à votre question. Donc il y a effectivement, lorsqu'on regarde les leaders de la technologie, c'est souvent côté américain qu'on regarde, respectivement maintenant avec les Tencent, Alibaba côté asiatique, mais en Europe, il y a peut-être une SAP, une Dassault, une ASML, mais il n'y en a pas tellement. C'est vrai qu'on a le sentiment que l'Europe est moins créative, moins dynamique, ses entreprises sont plus âgées, les entreprises qui composent les indices sont très vieilles. Il y a ce côté vieille Europe quand même qui se retrouve jusque... Oui. Est-ce que j'exagère? Alors, vous exagérez pas parce que c'est ce qu'on voit et c'est ce que rappelait Guy. Effectivement, la structure des indices nous donne cette information. Mais je pense que ce que disait Bruno Le Maire tout à l'heure est très important aussi, c'est que ce n'est pas un manque de créativité. Si vous regardez les ingénieurs européens, ils sont capables de créer des technologies. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont monté leur entreprise, une fois que cette entreprise est en état en fait, de faire la différence, eh bien, elle va chercher des capitaux sur la bourse américaine et probablement demain sur la bourse de Shanghai. Et donc l'enjeu du marché des capitaux, l'enjeu de l'union des marchés capitaux, c'est justement ça, pour faire en sorte que eh ben, c'est plus efficient pour l'entrepreneur de rester là où il a développé son activité, parce qu'il trouvera, où elle trouvera les ce fonds qu'il lui propres faut. dont elle a Voilà. besoin. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu une illusion d'optique, si vous voulez. C'est pas le manque de créativité. Je pense que c'est en revanche le manque d'organisation. Et si vous êtes dans un monde où finalement il y a trois grandes zones US, enfin, une zone dollar, une zone euro et une zone renminbi, vous pouvez sérieusement vous poser la question de l'avantage compétitif dans la durée. Mais libre à nous de créer ce marché des capitaux. Ouais, c'est compliqué. Une question que je vais reprendre telle qu'elle, puisqu'elle me paraît assez limpide, peut-être davantage à l'adresse de Pierre Blanchet. Le marché n'a-t-il pas déjà suracheté les actions françaises et déjà trop anticipé les résultats 2021 d'entreprises? Alors le marché, c'est un mécanisme d'anticipation du futur et chaque jour, on découvre que c'est un processus beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine. Donc, si les profits 2021 ont été intégrés, a priori, oui. Ça serait très étonnant qu'ils ne le soient pas. La question, c'est en fait, quel est le profil des profits à horizon 2022-2023. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que l'économie française, si vous parlez de l'économie française, ne retrouvera pas son niveau de croissance, enfin son niveau de PIB en fait, son niveau de Q4 2019, elle ne retrouvera pas avant 2023, fin 2022 peut-être. Et donc, de fait, les actions intègrent ce mécanisme. Donc, ce qu'elles n'intègrent pas, les actions, c'est un rattrapage plus rapide qu'attendu. Ce qu'elle n'intègre pas, selon nous, c'est aussi la normalisation, en fait. C'est-à-dire qu'on a une solution, un traitement. Le vaccin, il va quand même être déployé, on ne sait pas à quelle vitesse, mais on va quand même sortir, en fait, de cette phase. Et donc, aujourd'hui, c'est difficile de dire c'est déjà dans les cours. Ce qui est probablement pas dans les cours non plus, c'est le plan de relance européen. Vous voyez, il est bloqué aujourd'hui en Pologne, il va falloir le déployer. Donc, il y a encore des choses qui sont, et une bonne partie, selon nous en tout cas,
qui n'est pas encore dans les cours. Il ne faut jamais, je pense, rester sur le niveau en fait, des indices. Il faut regarder en fait, le momentum et est-ce qu'il y a aussi de potentiel devant. Sachant que les boîtes du CAC 40 sont très internationalisées, donc si ça repart fortement en Chine ou ailleurs, elles vont pouvoir, dans leurs résultats, la santé de la France en tant que telle n'est pas majoritairement importante. Enfin, 90% ou 70% de leur chiffre d'affaires et leurs profits souvent se font à l'étranger. Donc oui. Il y a ça aussi. Et puis il y a le point que mentionnait Guy Wagner tout à l'heure, c'est que la structure en fait, en cas de la France du CAC 40, la structure de l'indice fait que vous avez peu de valeurs de technologie. Oui. Et donc vous avez finalement beaucoup de valeurs en retard et pas beaucoup de valeurs en avance. Il ne faut pas oublier que le marché américain, si vous enlevez en fait les 5 plus grandes valeurs de technologie, le S&P 495, c'est un indice qui n'a pas eu une performance si extraordinaire que ça en fait ces derniers mois. Donc voilà, le décalage est là et donc ça veut dire que le potentiel, en tout cas selon nous, je ne dis pas qu'il est extraordinaire, mais il est tout à fait raisonnable par rapport à des anticipations de rendement qui sont comparées à un taux zéro. Il faut bien ramener les choses dans les perspectives. C'est la fin. Merci beaucoup Pierre Blanchet, Guy Wagner. Merci Muriel d'avoir animé cette table ronde. À tous les deux. Nous arrivons, l'heure tourne et on s'était fait une discipline de pouvoir respecter le timing, puisque de nombreuses personnes peuvent nous suivre aussi depuis leur bureau, en télétravail, sujet qui a été évoqué. De nombreuses questions ont été encore posées par les personnes, mais voilà, on est arrivé au terme de ce premier épisode de notre série, c'est son originalité, de notre série de 3 web conférences consacrées à l'après-Covid. Un grand merci de nouveau à notre partenaire pour son soutien et sa fidélité, comme le soulignait Nicolas Bétou tout à l'heure, Luxembourg for Finance. Nous nous retrouvons demain à la même heure, toujours à 11h, pour évoquer et débattre de l'impact géopolitique économique du nouveau statut de la Chine. C'est un sujet qu'on a un petit peu évoqué aujourd'hui. Nous l'évoquerons de nouveau demain en accueillant Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, fin connaisseur de la Chine, qui a coécrit un livre avec l'un des collaborateurs de l'opinion, qui est Claude Leblanc. Jean-Pierre Raffarin qui partagera avec nous sa vision notamment de Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine. Nous aurons aussi la chance demain d'accueillir Karine Hirn, qui est la fondatrice d'Is Capital, et David Bavrel, qui est investisseur à Hong Kong depuis 2011 et qui par ailleurs chroniqueur régulier dans les pages de l'opinion. Donc rendez-vous demain à 11h sur le même canal web pour ce deuxième épisode de notre série de webconférences consacrée au monde de l'après-Covid. Merci beaucoup d'avoir été présents, d'avoir été aussi nombreux à poser des questions. Portez-vous bien et à demain.